Salut à tous les amis, on se retrouve pour la quotidienne du Tour de France sur roue libre. Forcément, c'est une quotidienne qui est teintée d'émotions. Alors je ne sais pas, est-ce que je suis à l'antenne les amis? Parce que j'ai entendu le générique repartir. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Bah c'est bon, voilà. Petit démarrage en douceur, petit calage. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, voilà. En voiture, je cale très souvent. Je vous fais découvrir un truc voilà, que vous ne savez pas sur moi. Les amis, on se retrouve en live sur le stream.fr. Je vois que tout le monde dit bonjour. Bonjour à tous les amis. Et pour cette quotidienne particulière, parce que les Français nous ont fait rêver en haut du Tourmalet, Robin malheureusement n'est pas présent. Voilà. Mais malheureusement pour lui, parce qu'il nous a envoyé un invité de marque, les amis. C'est un de ses poulains. Un de ses poulains du centre de formation de Chronique du vélo, c'est Jean-Baptiste Caillet. Comment ça va, Jean-Baptiste? Ça va très bien. Je suis très content de venir pour une étape, débriefer une telle étape. Et tu me disais avant l'émission que c'est toi qui as fait en plus le résumé pour Chronique du vélo sur le site, donc j'imagine que c'est toujours plus sympa d'écrire ce genre de débrief. Oui, ça aide à préparer l'émission en plus, donc ça fait pierre de coups. C'est parfait. Exactement, c'est parfait. Et voilà, la caméra va maintenant se braquer sur Polo, qui a une très belle casquette et forcément qui est un supporter heureux. Ah ouais. Vous vous souvenez, hein, quand Thibaut Pinot avait pris cette bordure, j'étais à deux doigts du suicide, un peu juste devant là-bas, juste ici. Là, je suis pas heureux. Cette étape qu'on a vue hier était incroyable. Quand tu es français, que tu aimes le vélo et que tu aimes la vie, enfin, je sais pas, tout ce qui s'est passé hier était fantastique. J'ai pas de superlatif, on va en parler pendant une heure, ça tombe bien, mais j'ai vécu un tellement beau moment de vélo hier. Je pense que des moments comme ça, j'en ai finalement très rarement vécu dans ma vie. Donc autant vous dire que sous le coup de l'émotion aujourd'hui, on va pouvoir en parler de tout ça, ça va être trop cool. Le chat est chaud bouillant, hein. Je vois qu'il y en a, Jean-Baptiste, qui te définissent comme l'amant de Robin. Polo, tu es très beau, tu as un beau bavoir. Voilà, le chat, Robin sera à Tomorrowland avec Shaquille O'Neal. donc voilà, vous êtes chaud, c'est très bien. Et j'espère que vous êtes chaud pour parler de cette émission. Alors je vous donne le programme récap de l'étape du Tourmalet, bien évidemment. On va enchaîner sur un débat Thibaut Pinot parce qu'il est revenu dans le jeu, mais à quel point est-ce qu'il peut, oui ou non, viser maintenant la victoire sur le Tour de France? Preview de l'étape du jour entre Limoux et Foix, une des étapes les plus dures du Tour de France. Chatroom comme d'habitude, rétro, Chronique du vélo. Aujourd'hui, tu as parlé de petits objets qui ont fait très mal au Tour de France, Jean-Baptiste. Oui, on va parler de clous. De clous sur le Tour de France 2012. Et on terminera bien évidemment par le quiz où Jean-Baptiste va représenter Robin. C'est bon, vous avez le programme, maintenant vous êtes bien en place. C'est parti pour une nouvelle émission de Roue Libre. C'est une journée exceptionnelle tout simplement qu'on a vécue sur les routes du Tour de France hier pour les coureurs français. Il y a tellement de mots pour définir ça, exceptionnel, magnifique, sentimentalement incroyable, parce que Thibaut Pinot, vous allez voir, voilà, comme ça s'affiche. Thibaut Pinot s'est imposé tout simplement au du Tourmalet devant Julien Alaphilippe, maillot jaune sur les épaules, exploit qui nous a rendu fous, tout simplement. Polo, tu es le premier à être devenu complètement fou. J'ai regardé, on n'était pas ensemble hier, franchement j'ai regardé ton Twitter, j'ai eu peur pour toi. Bah en fait, ce qui est fou, c'est que moi hier j'étais à un barbecue chez notre ami Arwan, il est présent en régie, et tout le monde, on n'avait rien à foutre de l'étape. Il n'y avait que moi, j'étais à fond, je parlais tout seul, c'était un peu flippant. Mais je pense qu'au-delà du résultat et de tout, on va pas essayer de trouver une logique à ce qu'on a vu hier, notamment pour Julien et Thibaut à ces deux premières places. Il faut juste kiffer en tant que fan français, avoir la chance qu'on a eu de voir l'étape d'hier, c'était juste fantastique. Et après, on en reparlera, mais... Juste qui font ce qu'on a vu hier, c'est un spectacle incroyable en fait, juste ça. Et Thibaut Pinot qui commence, Jean-Baptiste, à se faire un palmarès sympa quand même. Ouais, là de mémoire, je crois que c'est sa 31e victoire, donc on est quand même sur quelque chose qui commence à être assez conséquent. Puis on parle pas de petites victoires, hein, beaucoup de victoires sur le World Tour, une 3e victoire sur le Tour de France, puis pareil, hein, sur le Tour de France, on n'est pas sur des arrivées anodines. Hein. L'Alpe d'Huez, c'était l'avant-dernière, là, Tourmalet. Port-Entruy aussi. Ouais, clairement. Donc là, on est vraiment hors catégorie, vraiment dans le sens pur du terme, quoi. Il l'avait vraiment visé. Puis
que ce soit avant l'étape, que ce soit pendant, même jusqu'à 100 mètres de l'arrivée, tu sentais qu'en fait, tout était pour cette victoire d'étape. Sa stratégie était parfaite dans le Tourmalet. Le fait de laisser bosser un peu la Jumbo-Visma quand Gaudu a un peu accéléré. Le fait de ne pas attaquer trop tôt parce qu'il a sûrement peur de se faire contrer, et a raison. Peut-être qu'il aurait pu reprendre plus de temps sur Geraint Thomas s'il avait attaqué plus tôt, mais peut-être qu'il aurait pu se faire contrer par les mecs qui le suivaient. Il a évité ça, il a mis sa giclette à 100 mètres, allez, un peu plus de 200 mètres de l'arrivée, et c'est du tableau noir pour le niveau stratégique pour Thibaut Pinot. On verra ce qu'il va faire aujourd'hui maintenant avec d'autres ambitions, mais hier l'objectif c'était la victoire d'étape, et il a fait quelque chose de magnifique, que ce soit stratégiquement et dans les jambes, donc bravo à lui. Dans une ambiance indescriptible, le Tourmalet là, a été chaud bouillant. Oui, là on a vu les images de Marc Madiot qui s'époumonait sur Thibaut Pinot, mais après on a vu aussi tout le public présent au sommet qui scandait Thibaut. C'était vraiment très fort. Et puis pour rebondir sur ce que disait Paul, il y a aussi le travail de Kung et Bonnet par exemple en début d'étape où ils ont mis un gros tempo pour éviter de laisser filer l'échappée, où il y avait quand même du beau monde dedans, Nibali entre autres, et pour que la jonction puisse se faire avant le début du Tourmalet et que vraiment on puisse avoir une grande explication entre favoris sur cette arrivée. Et David Gaudu aussi, voilà, ensuite, travail incroyable. Tout le monde en parle dans le chat. Comment ne pas en parler? C'est dans la lignée en fait de ce que disait JB, c'est que au final, ce travail de la Groupama FDJ, on s'est un peu moqué d'eux sur les réseaux sociaux parce que le tempo qu'ils imprimaient dans le Soulor par rapport à celui qui a mis ensuite la Movistar était finalement peut-être pas énorme, mais quand on voit ce que fait Bonnet et Kung dans la plaine, quand on voit ce que fait Gaudu dans la dernière ascension, on l'avait déjà vu à la planche des Belles-Filles. Voilà, avec David Gaudu, on est quand même en présence d'un crack, d'un futur crack. Enfin, c'est déjà un crack au final, quand on voit ses résultats cette année. Mais vraiment, là, on est peut-être en présence d'un futur vainqueur potentiel du Tour de France chez les Français. Là, il pose les marques de. Enfin, c'est ouf aussi. Au-delà de la Philippe et de Pinot, il y a aussi ça qui est incroyable. Donc, autant vous dire que. Les beaux jours, on a des beaux jours les beaux jours arrivent pour le cyclisme français. On aura tout le débat pour revenir sur Thibaut Pinot. On enchaîne dans cette étape. Julien Alaphilippe a donc pris la deuxième place à 6 secondes de Thibaut Pinot et compte désormais 2 minutes et 2 secondes d'avance au classement général. Là, ça déclare, Joseph. Là, il repousse tout simplement ses limites et il dit voilà, je n'y pense pas encore vraiment à la victoire à Paris, mais c'est un jour en moins à Paris. Je cours pour défendre le maillot. C'est un honneur de le porter. Je ne m'attendais pas à arriver pour gagner l'étape. J'étais vraiment à ma limite dans le dernier kilomètre. Je voyais Thibaut bien. Je me suis dit, je sauve le maillot. Et si Thibaut gagne, c'est super. Sincèrement, JB, est-ce que tu penses qu'il aurait même pu aller chercher Thibaut Pinot? J'ai un doute quand même, parce que sur le dernier tir de l'ascension, il était vraiment... il était pas loin de faire l'élastique avec le groupe des favoris. Il s'est calé sur le rythme de Geraint Thomas. Quand celui-ci a lâché, il est un peu remonté. Peut-être qu'il aurait pu jouer le sprint, mais je pense que c'est pas dit qu'il ait pu être en mesure de chercher Thibaut Pinot, parce qu'il a quand même pris 6 secondes. Hein. C'est pas juste, il lui a pas fait cadeau de la victoire. Hein. Pinot, il allait la chercher avec quand même beaucoup d'autorité. Moi, je suis assez d'accord. Je pense que Julien Philippe, sur cette dernière partie d'ascension, était dans une dureté extrême, et que grâce à ses qualités de puncher notamment, il a pu sauter Kruijswijk, les Bernal et consorts sur la ligne, mais il était au rupteur, et tu l'as senti déjà très tôt dans cette ascension. Ouais. La seule différence, c'est qu'en fait tout le monde était au rupteur dans cette ascension, et avec Geraint Thomas. Et pourtant on l'a vu, on en discutait sur roue libre. Hein. On l'a vu déjà de loin dans cette ascension. On s'est dit, ça c'est pas un placement pour le habituel pour Ineos, voir un Geraint Thomas aussi loin dans le groupe, c'est pas normal. Et notre ami Louis Commun qui disait, mais il faut l'attaquer. Thomas, il est pas bien, ça se voit, il faut l'attaquer. Bon, après, visiblement, tout le monde était au bout du rouleau, mais oui, clairement, avec Thomas, je pense que je te fais une très belle transition, Joseph, parce que tu voulais aller là-dessus, mais Thomas n'était pas dans un bon jour du tout. Alors pas tout à fait. Tu m'as fait une passe un peu trop en profondeur. C'est pas, mais ça va arriver, Geraint Thomas. Est-ce que tu as la vitesse pour aller la chercher, la rattraper avant? Non, pas encore. Je vais la récupérer après, mon Polo, t'inquiète. Non, mais d'abord, je voulais parler de Julien Alaphilippe. C'est vrai qu'on nous a reproché hier sur YouTube de ne pas avoir assez parlé de Julien Alaphilippe dans l'étape d'hier, mais il faut dire que c'était le premier rendez-vous des favoris. On ne savait pas du tout ce qu'allait donner Julien Alaphilippe, JB. Et là, il repousse les limites de nos doutes jusqu'à se demander jusqu'où il peut aller, quoi. Julien Alaphilippe, depuis le début du tour, il fait que repousser les limites, parce que sa victoire à Épernay, c'est un très joli coup, mais encore, on pouvait s'y attendre. Mais déjà, on se demandait, est-ce qu'à la planche de Bellefille, il va tenir?
Il a tenu. Est-ce qu'il allait tenir sur le contre-la-montre de Pau? Il a tenu. Est-ce qu'il il tient au Tourmalet? Il a fait encore mieux que tenir. Il a accentué son avance. Il reprend du temps, ça fait 2 jours. Est-ce qu'on se rend compte qu'au-delà de tenir, ça fait 2 jours qu'il reprend du temps à Geraint Thomas, qui reste même, malgré la petite défaillance d'hier, qui reste comme le favori. Ce gars-là qu'on voit derrière Joseph continue de reprendre du temps sur lui. Au bout d'un moment, s'il commence à prendre beaucoup de temps... il est monstrueux, là, tout simplement. Au final, on parle beaucoup de Vauclair en 2011. Vauclair, en 2011, il a commencé sa bataille face aux favoris avec 2 minutes 30 d'avance. Finalement, à la Philippe, il va y arriver à ces 2 minutes 30 s'il continue de reprendre du temps. Et là, ce ne sera plus la même affaire. C'est bon, il n'a plus la petite minute et quelques secondes qu'il avait il y a 2 jours. Là, ça commence à être sérieux. Steven Kruijswijk est arrivé dans la roue de Julien Alaphilippe et il se retrouve à 2,14. Et lui, il a pu compter sur une équipe polo monstrueuse. Enfin, monstrueuse en tout cas. Laurens De Plus et Georges Bennett ont fait un super taf pour lui. Ouais, alors, Georges Bennett, on l'attendait à ce niveau-là, honnêtement, surtout quand on voyait son étape sur la planche. Voir Laurens De Plus, voilà, c'est une bonne surprise. On se souvient de son Giro qu'il a dû quitter prématurément. Il devait aider Primož Roglič. Finalement, on voit qu'il est là aussi pour aider Kruijswijk sur ce Tour de France. On sait que c'est un très bon grimpeur, un grimpeur d'avenir. Mais de le voir à ce niveau-là, franchement, je ne pensais pas. Il a imprimé un tempo incroyable. Et mine de rien, on y revient à la stratégie de la Groupama FDJ. Le fait de les faire bosser, d'envoyer un peu Gaudu en électron libre devant, ça a été aussi ça très important parce que mine de rien, s'ils ne les avaient pas fait un peu bosser, ça aurait été un vrai problème à l'arrivée s'ils avaient emmené 2 voire 3 coureurs de la Jumbo-Visma à 1 km du Tourmalet. Alors par contre, le petit point noir pour Deceuninck, Quick-Step et Julien Alaphilippe, c'est que Enric Mas a sauté. Donc maintenant, JB, est-ce que tu penses que Enric Mas va être utilisé pour Julien Alaphilippe ou est-ce que par exemple il va continuer à courir pour lui dans le but notamment d'aller chercher un maillot blanc parce qu'il reste assez proche d'Egan Bernal par exemple? Je pense plutôt que là, Enric Mas va commencer à se mettre au service d'Alaphilippe parce qu'on a quand même 5 minutes 30 d'écart de mémoire. On est quand même sur un écart qui va pas se... À moins qu'Alaphilippe explose complètement et se prenne un tarif de 20 minutes, je vois pas comment Mas peut sereinement s'avancer en disant qu'il est le co-leader de la Deceuninck Quick-Step. Surtout que quand il a franchi la ligne hier avec le maillot blanc et son casque blanc, là, il était dans le dur, Enric Mas, quoi. Il était dans le dur et c'était surprenant. On le voyait vraiment on pensait le voir à meilleure fête, mine de rien, Enric Mas hier. On pensait le voir aller jusqu'au bout avec les favoris, le voir aider peut-être Julien Alaphilippe. Et si Julien Alaphilippe craquait, parce qu'au final c'était ça le scénario qu'on attendait, c'était de voir un Julien Alaphilippe craquer et de regarder Enric Mas et de voir ce qu'Enric Mas allait faire. Finalement, c'est Enric Mas qui a craqué. C'est pour ça que c'est assez fou. Il y a tellement de choses à dire. C'est clair. Mais après, là, j'ai retrouvé un peu finalement le Enric Mas à un niveau qui n'est pas celui de sa Vuelta. Il a fait un très bon chrono hier, mais il lui manque encore quelque chose cette année. J'ai peur que, on verra déjà dès aujourd'hui, voir s'il peut inverser la tendance. Mais là, hier, il était un peu juste à l'image de beaucoup de grimpeurs finalement. C'est que hier, ça a vraiment essoré. Moi, je pensais pas que ça essorait autant hier. Et ça a essoré notamment Geraint Thomas, Polo. Voilà, on arrive à la Team Ineos qui a pris un coup sur la tête. Oui, il a pris un énorme coup sur la tête, mais en même temps... 36 secondes de retard, il a pris. Finalement, dans cette ascension, on l'a vu très vite que Geraint Thomas n'était pas bien. Après, c'était facile à dire de notre canapé, et pour les autres, pour les observateurs et même les autres coureurs, c'était aussi facile à dire, mais pas facile à envisager. On n'a pas l'habitude de voir les Ineos prêts à revers comme ça. Et voir un Geraint Thomas, leader du Tour de France, qui a fait un gros coup sur le contre-la-montre la veille, le voir lâcher, forcément les gens s'y attendaient pas. Et encore une fois, j'en reviens toujours à ce fil rouge de cette émission. Stratégiquement, notamment chez la Groupama FDJ, ça a été très bien géré. Personne ne s'est gargarisé, personne ne s'est affolé quand ils ont vu Geraint Thomas lâcher. Ils ont continué de faire cette course et avec cet objectif d'aller chercher la victoire d'étape. Comme les autres, d'ailleurs, la Jumbo-Visma, c'est pareil. Tout le monde a très bien couru hier. C'était vraiment une belle étape tactique, je trouve. Ouais, JB, avant le tour, Ineos avait un problème de riche avec 2 leaders, Froome, Geraint Thomas, plus Bernal qui était là, capable de réellement les aider. Entre-temps, il s'est passé énormément de choses. Aujourd'hui, Ineos a un problème tout court, en fait. Après, faut pas être catastrophique non plus, parce que 36 secondes, c'est un échec, mais c'est pas non plus un échec retentissant. Et on peut comparer ça, par exemple, à Froome à Péragude en 2017, où il laisse le maillot jaune à Fabio Aru. On l'imagine à la rue, sachant que c'était une étape où il était vraiment pas bien de bout en bout.
Et au bout du compte, il se refait un peu la cerise dans les Alpes. Haru, lui, explose complètement et personne ne va le chercher. Donc peut-être qu'il y a des lendemains meilleurs pour Nicolas Portal, lui, a avoué qu'il avait pris un coup sur la tête au début, mais pas que. Il a aussi dit pour Geraint, ça peut arriver d'avoir une mauvaise journée. Il est plutôt d'accord avec toi, JB. Hier, c'était plutôt pour Egan qui avait une mauvaise journée avant. Aujourd'hui, c'est Geraint Thomas. Mais bon, c'est 30 secondes et j'espère que ça ira mieux demain. On va suivre les performances des Ineos Polo. Pas encore très, comme l'a dit JB, c'est loin d'être inquiétant encore. Il y a encore une étape de montagne dans les Pyrénées, plus les Alpes. On verra déjà dès aujourd'hui. Et même avec les Alpes, on sait qu'Ineos ne se rate pas, notamment en termes de pic de forme. Et croyez-moi qu'à mon avis, dans les Alpes, ça risque d'envoyer du bois quand même. Par rapport à des gens qui finalement donnent beaucoup d'afflux énerveux et physiques, comme des Pinot, des Alaphilippe, etc. On arrive sur le dossier épineux de cette étape-là. C'est la Movistar qui s'est énormément montrée, qui a pris le lead avec notamment André Amador, qui a mis un tempo monstrueux sur les premières depuis Luce Saint-Sauveur. Il a pris le tempo et il a beaucoup roulé. Et puis voilà, on voit Alejandro Valverde, et Alejandro Valverde, à l'arrivée, il a donné une interview dans laquelle il a été assez cru. Il a dit voilà, je pense qu'on a fait une bonne étape, mais Nairo n'avait pas de bonnes jambes, on ne le savait pas, il ne nous a pas dit, tout simplement, et vous devez lui demander pourquoi. Moi, j'ai perdu un peu moins d'une minute au final, c'est pas mal. Un nouveau leader pour la suite, lui demande-t-on. Je ne crois pas. Je crois que c'est assez clair qu'on a besoin d'un changement, non. Paul, hallucinant ce qui s'est passé avec la Movistar là. La Movistar a fait finalement ce qu'on attend et ce qu'on voit sur les différents Tours de France depuis quelques années, avec cette pluralité et cette capacité en montagne à pouvoir dicter la course. Ils ont joué leur va-tout finalement. Après, est-ce que la stratégie d'hier, elle était pour Landa, pour Quintana plus qu'un Landa par exemple, je ne sais pas. Moi je pense que la stratégie d'hier, elle était vraiment centrée sur un Landa, sans trop se préoccuper d'un Quintana. Alors pourquoi ils ont arrêté de rouler au moment où Quintana a été lâché? Ils ont fait descendre solaire. Ça c'est, j'ai envie de dire, c'est tout Movistar. Movistar, c'est ça, ils sont très forts, on le sait. Et ils sont aussi, niveau stratégique, catastrophiques. Tu sais que tu as un Landa qui a des jambes, des très bonnes jambes. On l'a vu, Landa avait des très bonnes jambes. Tu es en train d'imprimer un tempo, tu essors de ouf. Tu es en train de lâcher des favoris à la victoire finale de ce Tour de France. Et tu t'arrêtes alors que ton Landa est dans la roue et que Landa a cet objectif ultime d'aller chercher la victoire d'étape. Tu es en bonne voie pour y arriver et tu t'arrêtes de rouler parce que Quintana est lâché. C'est tout Movistar, en fait, j'ai envie de te dire. Quand tu voyais Amador rouler, JB, tu comprenais, toi? Dans ma tête, je me disais que oui, ils allaient tenter un coup, sachant qu'ils avaient la carte Landa, la carte Quintana, qu'au pire, Landa aurait pu partir en éclaireur et Quintana éventuellement rester dans le groupe maillot jaune ou vice-versa. Mais en fait, le problème, c'est que là, on arrive au bout de l'étape du Tourmalet et que le premier au général chez l'équipe Movistar, c'est Alejandro Valverde qui a bossé comme Polo l'avait annoncé. C'est ça, j'allais le dire. Moi, je sais pas si tu avais vu JB, j'ai annoncé que le meilleur des Movistar serait Alejandro Valverde au classement général. Alors évidemment, il y a cette histoire de Mikel Landa, cette chute avec cette bordure. Il est 9e à 5,27. Mais le fait est qu'aujourd'hui, Alejandro Valverde est 9e, premier Movistar. Après, on n'a pas encore monté très haut, notamment je pense à l'Isran où ça a monté à 2700 mètres où on sait que Valverde déteste ça. Mais pour l'instant, voilà, mon prono tient bon. Le seul depuis le début du tour. Je voyais le Valverde avec de très bonnes jambes, je le voyais plus fort que Quintana, ça c'est sûr. Et Landa, je l'imaginais un peu calé après son Giro. On verra ce que ça dit en deuxième semaine, mais pour l'instant, oui, mon prono tient bon. Valverde, là, c'est problématique parce que tu as les trois Movistar qui sont à respectivement 5,30, 6,30 et 7,30 ou quelque chose comme ça. Donc c'est bien pour le classement par équipe, ils vont gagner un 4e en 5 ans. À peu près. Ça, c'est peut-être bien parti pour, mais on se retrouve du coup avec une équipe qui probablement en montagne est la plus forte sur le papier et qui court à l'envers une année de plus. Ouais. Court à l'envers. Ils ont encore couru à l'envers hier. Alors que c'était sûrement les plus forts. En tout cas, collectivement, ça a l'air d'être les plus forts parce qu'ils l'ont montré déjà très tôt dans l'étape. C'est dommage. On termine ce débrief avec Romain Bardet. Romain Bardet qui a complètement explosé. Il a terminé à 20 minutes. Une défaillance comme on en a jamais vu de la part même de Romain Bardet. À l'issue de l'étape, le soir, il a mis un message sur les réseaux sociaux, sur Instagram, assez philosophique d'ailleurs. On sent un coureur qui est très très touché. Il dit voilà, une ombre vagabonde, cauchemardesque, que je traîne depuis 2 semaines à chaque coup de pédale. Réaliser et admettre que je ne suis pas du tout au rendez-vous fixé est un vrai supplice. Ce n'est pas le moment de se pencher sur les raisons. Une autre course commence désormais. Si j'ai les jambes qui peuvent me porter,
Voilà, j'espère que le moral sera compensé. Là, Paul, on a un Bardet qui était... C'était catastrophique de le voir comme ça et ça faisait très mal au cœur. Bah, ça fait mal au cœur, clairement, et surtout, il nous a tellement pas habitués à ça. Romain Bardet, c'est quelqu'un de tellement pragmatique, de tellement toujours au rendez-vous depuis 3 ans, allez, 4 ans, que le voir comme ça, c'est absolument irréel, quoi. Après, ça explique beaucoup de choses depuis ce début de Tour de France. Ça va dans la lignée d'un mauvais contre-la-montre, ça va dans la lignée de la planche des belles filles aussi, où il est pas bon. Voilà, donc là, Romain Bardet, il faut faire le deuil de... J'ai envie de presque te dire, de faire le deuil de ce Tour de France. Peut-être, s'il a pas les jambes, s'il reprend un tir, etc., il sent vraiment qu'il n'a pas les jambes, retire-toi, il n'y aura aucune honte à ça. L'avenue, par exemple, prépare une Vuelta où tu vas chercher peut-être des étapes ou peut-être d'autres objectifs. Et l'année prochaine, on verra. Change d'équipe, change de matos, change d'objectif aussi, va sur le Giro, on verra. Mais là, je pense que si ses jambes, elles ne reviendront pas miraculeusement, je pense. À la Philippe, je vois écrit à la Philippe dans le chat, donc je dirais à la Philippe, mais Romain Bardet n'a pas le droit presque d'abandonner. L'avenue ne veut pas qu'il mette le clignotant. JB. Non, mais tu comprends ça. Bah, je peux comprendre qu'il finisse son tour déjà parce qu'il a jamais abandonné un tour, donc bon, ne serait-ce que par orgueil, ça serait bien qu'il aille au bout. Et bon, maintenant, voilà, sur le général, tout est foutu. Sur l'étape, ça paraît très compromis. En tout cas, s'il maintient un tel niveau de forme, il n'y a aucune chance qu'il aille l'emporter. Mais je crois que le problème de Bardet ces derniers jours, c'est qu'il dit qu'il ne trouve pas de sensation, il ne trouve pas de plaisir dans ce qu'il fait. Et à la limite, qui profite de ces derniers jours, quitte à bâcher 2-3 journées, à faire du gros péto, mais qu'un jour il tente des trucs qui peuvent paraître idiots, c'est pas grave, de toute manière il a plus rien à jouer, il a plus rien à perdre, donc autant qu'il se fasse plaisir, et oui, après il pourra repartir du bon pied en 2020, de toute façon il a encore quelques années quelques tours devant lui pour se refaire la cerise, pour reviser le podium ou une première place, donc... Voilà, Pinot a bâché plusieurs années sur le Tour, ça l'empêche pas aujourd'hui d'être brillant. Donc, ça peut arriver effectivement. On voit le classement général qui s'est affiché. Ça tombe bien parce qu'on va revenir sur le classement général, les hauteurs du classement général. C'est terminé pour ce récap, ce premier rendez-vous montagneux du Tour de France. Et avant de parler de l'étape du jour entre Limoux et Foix, on va se poser la question à propos de Thibaut Pinot dans le débat. C'est parti. Parce que Pinot a été très fort dans les pentes du Tourmalet, c'est peu de le dire, à tel point que ces 3-12 de retard désormais sur Julien Alaphilippe au classement général paraissent plus vraiment insurmontables. En tout cas, on peut se poser la question, pourquoi pas. Nous, on ouvre le débat, on ne dit pas que ça va être le cas, on dit voilà, qu'on ouvre le débat et qu'on se pose cette question, Polo. Thibaut Pinot peut-il à nouveau gagner le Tour de France ? Moi, et Dieu sait que je l'adore, et Dieu sait que j'ai été... enjoué par tout ce qu'il a fait hier. Il part de trop loin, cette bordure. Cette bordure va lui coûter trop cher. Et même si j'aimerais le voir, mais si j'y crois et que je vais le pousser et j'arrêterai pas jusqu'à la fin, je pense pas qu'il peut gagner ce Tour de France parce que le débours est trop important. Il prend pas, c'est 1 minute 40 sur ce coup de bordure. Il est devant Geraint Thomas au classement général. Mais là, c'est pas la même chose. Geraint Thomas, mine de rien, a encore beaucoup d'avance sur Thibaut Pinot. On voit le classement général derrière toi. Ça fait beaucoup une 12 d'ailleurs. Ça fait beaucoup à reprendre. Donc Geraint Thomas n'aura pas 2 journées comme il a eu hier. On en parlait tout à l'heure. Les Alpes arrivent. J'y crois pas. Dieu sait que j'aurais envie d'y croire, mais j'y crois pas. On a un tableau récapitulatif du retard de Thibaut Pinot par rapport à ses adversaires. Paul, comme tu le dis, 3-12 sur Alaphilippe, 1-10 sur Geraint Thomas, 58 secondes sur Kruijswijk, 12 secondes sur Bernal. Il est dans le même temps que Bourgman. JB, pour toi, quel adversaire ne peut-il pas aller chercher déjà ? Moi, je pense qu'il est capable de le chercher chacun individuellement. Après, est-ce qu'il aura l'occasion de rattraper les 5 qui sont devant lui ? Ça paraît plus compliqué, mais franchement, il n'y a rien qui est insurmontable là, sur l'étape d'hier. Donc, il reprend sur Thomas, par exemple, il reprend 36 secondes. On rajoute les 10 secondes de bonification, donc on est à 46. Bon, il faudrait qu'il nous refasse 2 fois un coup similaire. Donc, ça paraît très optimiste, on est d'accord. Mais on ne peut pas totalement l'exclure. Après, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que hier, il a vraiment calculé pour gagner l'étape. C'était le plus fort. C'était vraiment le plus fort. Et je pense que sur des étapes comme aujourd'hui, des étapes où on peut avoir comment dire, les grandes manœuvres peuvent partir de loin.
il peut faire de gros écarts parce que je pense qu'il est vraiment le plus fort en montagne. Après, la vérité des Pyrénées sera peut-être pas celle des Alpes, mais s'il va avoir une chance de gagner ce Tour de France, il ne faut pas galvauder les étapes comme celle d'aujourd'hui. Et je pense qu'à mon avis, il va falloir qu'il s'emploie. Et j'espère, le connaissant, à mon avis, ça devrait être le cas. J'espère qu'il s'emploiera aujourd'hui. Lui, en tout cas, il a dit c'était le premier test. Le Tour commence seulement pour moi. On rentre dans la 3e semaine. La fatigue est là. Les grimpeurs vont sortir du lot et je vais essayer d'en profiter. Il reste prudent pour le moment, Thibaut Pinot. Oui, c'est normal en même temps. Ne serait-ce que par son vécu, on rappelle qu'à 2 jours près, il avait un podium sur le Tour d'Italie. Donc, on peut comprendre qu'ils touchent du bois avant d'attaquer, ne serait-ce que cette deuxième grosse étape pyrénéenne, puis les Alpes la semaine prochaine. Donc, sur ça, c'est à peu près normal. Et même son équipe est très, très prudente à ce sujet. Elle est prudente, mais par contre, elle est forte. Et je te demande, JB, est-ce qu'il y a aujourd'hui, sur ce Tour de France, une équipe qui a plus confiance en son leader que la Groupama en Thibaut Pinot? Je sais pas, peut-être Jumbo-Visma a l'air vraiment de bien bosser pour Kruijswijk, mais sachant que cas particulier, c'est que la moitié de l'équipe, elle, est dévolue à Groenewegen. Ouais. Donc, en tout cas, en montagne, elle est probablement peut-être aussi forte que la Groupama FDJ, parce qu'on a vu un Gaudu très très fort, on a des Kung, Bonnet qui travaillent très bien en plaine. Rachenbar et Mollard ont l'air un petit cran en dessous, même on peut peut-être en attendre davantage dans les Alpes, faut voir. Mais quand on a un Gaudu à ce niveau-là, est-ce qu'on a forcément besoin d'avoir 15 000 équipiers, Paul? Non, mais clairement, et on en parlait avec Robin dans la preview du tour qu'on a faite, c'est que les adversaires d'Ineos n'ont pas besoin d'avoir finalement 1000 coéquipiers, n'ont pas besoin d'avoir un train comme Ineos là. C'est Ineos qui va s'occuper de faire ces trains. Ce qu'il faut, c'est un gars sûr en montagne. Thibaut Pinot à David Gaudu, Kruijswijk à Georges Bennett et Lorenz de Plus. Voilà, ça suffit pour foutre des beaux boxons et on l'a vu hier. Après, le Movistar, finalement, c'est un peu pareil, même si eux, ils ont vraiment, niveau collectif, une vraie force. Ça suffit. En tout cas, il a même fallu canaliser David Gaudu parce qu'il l'a dit à l'arrivée, il avait des jambes de feu. Thibaut m'a canalisé à un moment, il m'a fait un petit signe de la tête et j'ai senti que je volais dans l'ascension. J'avais des frissons, travailler pour un leader comme ça, c'est génial. David Gaudu est dans la forme de sa vie, sans doute. Bon, après, il a une carrière professionnelle qui ne fait que commencer, mais en plus, Thibaut Pinot a un ascendant sur lui dans le sens où voilà, David Gaudu il l'adore, quoi, tout simplement, et que ça donne toujours beaucoup plus envie de travailler pour quelqu'un quand on le considère à ce point-là. Mais David Gaudu, pour lui, c'est que du kiff. Il sort d'une saison fantastique. On l'a vu briller sur le tour UAE, sur le Tour de Romandie, où il a vraiment été exceptionnel pour un mec de son âge. Là, en équipier de luxe d'un Thibaut Pinot, en plus, qui a des jambes de fou, ça transcende et c'est magnifique. On voit d'ailleurs la déclat de Philippe Maudu derrière que je vais prendre. Jusqu'où va aller Pinot, je ne sais pas. Lui-même, oh, mais il y a une faute là. Lui-même ne sait pas, je pense. Il y a quelques jours, on nous avait placé dans la rubrique nécrologique, rien que ça. C'est génial, mais on n'oublie pas ce qu'on a pris dans la gueule. Il faut rester humble. Voilà, c'est à l'image de cette équipe FDJ, de ce Thibaut Pinot et de ce David Gaudu. Ils sont aussi très revanchards. On n'a pas parlé de ça. Et rien que pour ça, à mon avis, on peut encore s'attendre à de belles choses dans les jours à venir. Est-ce que tu as peur de son mental, JB? Sur le mental, non. À la limite, ce qui m'inquiète chez Thibaut Pinot, c'est plutôt comment il va réagir aux conditions climatiques la semaine prochaine. On annonce une canicule, on annonce des orages, donc savoir est-ce que il va prendre un coup de chaud, est-ce qu'il va se choper une maladie si jamais on se fait une étape sous des trompes d'eau. Touche du bois. Donc Polo, en effet, maintenant il a tellement peur de porter l'âge commun qu'il n'ose plus, plus prononcer. Mais... C'est pour ça que j'ai dit que Thibaut Pinot ne gagnerait pas le Tour de France. Et Romain Puissieux, Rampuy, qui nous dit ce matin, il nous a prévenu, voilà, je vais courir et après je vais regarder l'émission Roue Libre en live à 11h. Donc voilà, ouais, il est bien présent et il fait une remarque intéressante. Mauduit, grosse pioche aussi. C'est vrai que Mauduit, c'est un mec qui a gagné des grands tours avec Contador. Et là, on est sur du directeur sportif très intéressant. Mais bien sûr, Mauduit était une référence dans des équipes qui jouaient la gagne et qui ont des très belles références sur des grands tours. Mais c'est à l'image de ce que fait la Groupama FDJ finalement depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Le recrutement de Stefan Kung, le travail sur les vélos Lapierre de contre-la-montre. Ça travaille bien chez Groupama FDJ et on en a la preuve aujourd'hui. On l'avait déjà depuis quelques temps, puisque mine de rien, avec un leader comme Thibaut Pinot, ça te force aussi peut-être un peu à step up au niveau de tout ce qu'on a dit, au niveau staff, au niveau matériel, au
au niveau même performance, au niveau stratégie, recrutement, c'est ce que je voulais dire. Recrutement ça et va stratégie. Dans la lignée. Modui, Kung, ses vélos, ce travail mécanique, ça va dans une lignée, et qu'une lignée qui est quand même très positive et qui nous fait dire qu'il peut se passer de belles choses encore pour la FDJ sur ce tour et plus tard. Et le meilleur moyen de savoir ce qui va se passer pour Thibaut Pinot, c'est bien évidemment de se projeter dans la prochaine étape, parce qu'il y a un gros rendez-vous, les Moufois. On en parle tout de suite, c'est la preview. Cette étape, c'est la deuxième étape des Pyrénées, en tout cas la deuxième étape montagneuse des Pyrénées, la troisième au final dans les Pyrénées. Elle va faire très mal aux pattes. Vous allez découvrir ce profil qui peut faire peur. Certains disent que c'est pourquoi pas l'étape reine du Tour de France, parce qu'il y a 3 massifs montagneux, on va le découvrir. 3 massifs montagneux, il y a le col de Montségur, le port de Lers, le mur de Péguerre, très connu du Tour de France, et le Foix Prat d'Albi. Ça fait même 4 au final en comptant le Montségur. 4800 dénivelés positifs, cette étape fait peur, Polo. L'étape, elle fait peur, et souvenez-vous, j'arrête pas de le dire depuis une semaine et même avant sur la preview, que cette étape risque de faire très mal. Je l'ai encore dit hier, je l'ai encore dit tout à l'heure. Cette étape, à mon avis, elle est tellement propice à ce que les favoris fassent des grandes manœuvres que, à mon avis, on s'attendait. Moi, je m'attendais pas à une aussi belle étape hier sur le Tourmalet. Je m'attendais à une vraie course de côte. Bon, l'étape, finalement, c'était pas français. Elle n'est pas plus magnifique que ça, on va pas se mentir. Mais là, par contre, aujourd'hui, il peut se passer énormément de choses. Le mur de Péguerre peut être, avec ses bonifs en plus au sommet, peut vraiment être une rampe de lancement incroyable. En plus, tu as le port de Lers. À partir du moment où tu attaques le port de Lers, en fait, ça fait que monter descendre. Donc, il n'y aura pas de gros écarts, notamment dans les descentes. Ça peut être fou. Aujourd'hui, on peut voir une journée incroyable aussi du Tour de France, beaucoup plus qu'hier. T'es d'accord, JB ? Oui, après, je pense que pour le coup, la longueur de l'étape et sa densité en termes d'ascension font que la FDJ, par exemple, ne pourrait pas contrôler les échappées. Donc peut-être qu'il y aura un créneau pour les baroudeurs qui sont très très forts. Mais bon, c'est pas non plus acquis d'office, parce qu'il y a quand même beaucoup de difficultés. Je crois que chez les baroudeurs, il y a un très gros grimpeur, quoi. Et pour le coup, je trouve quand même, par exemple, pour le mur de Péguerre, on est quand même sur une fin qui est vraiment très difficile. On a le profil du mur de Péguerre. Le mur de Péguerre. Ouais. Franchement, quand tu regardes le profil, tu te dis, mais où est-ce qu'ils vont ? Les 3 derniers kilomètres, c'est un gros morceau. Il y a du 13, du 12, du 11. Au début, c'est sympa. Et là, tu es sur des pentes à 6%, après tu te retrouves sur des pentes à 18, à 16%, mais tu pètes un câble. Là, quand on voit les écarts qui ont été faits dans les derniers hectomètres du Tourmalet, où il y a les pourcentages les plus difficiles, on peut se dire que le mur de Péguerre peut faire mal ou pas, JB, surtout qu'il y a des bonifs là-haut. Après, ça dépend dans quelle mesure se situent les échappés. Si les échappés ont une avance relativement nette au mur de Péguerre, peut-être que pour le coup, ça ne se battra pas pour la bonif. Mais en l'occurrence, là, ce que Movistar avait tenté dans le col du Soulor hier, bon, maintenant, ils ont moins intérêt à le faire, mais ils pourraient tenter quelque chose. Ils auraient pu tenter quelque chose de la sorte dans le mur de Péguerre, où là, il y a moyen de faire une sélection dans ces derniers kilomètres qui sont quand même vraiment un sacré morceau. Et puis, ce qu'il faut se dire, c'est que hier, tout le monde a vu, il n'y a pas que nous, tout le monde a vu que Geraint Thomas n'était pas impérial, que l'équipe Ineos n'était pas impériale. Ça va donner beaucoup d'idées, même à des favoris qui sont peut-être un peu plus loin et qui n'auraient pas forcément attaqué s'ils avaient vu une équipe Ineos, un Geraint Thomas flamboyant. Sauf que hier, c'était pas le cas. Et c'est là, aujourd'hui, j'imagine bien une équipe comme la Lotto Jumbo, comme relayée un peu avec la Groupama FDJ, pourquoi pas une équipe Astana aussi qui va avoir besoin de réagir après leur déconvenue d'hier, enfin la déconvenue de Jakob Fuglsang hier. À mon avis, grâce à ce qu'on a vu hier, notamment chez Ineos, je pense que ça va donner énormément d'idées aux favoris pour envoyer les grandes manœuvres aujourd'hui. Les gars, j'ai un petit scénario dans ma tête, improbable, il faut le dire, mais on balance tes pronos. Pourquoi pas. On peut juste après, Polo. J'ai juste une question à vous poser, parce que quand on regarde le profil, il y a ce mur de Péguerre très compliqué, des bonifs à l'arrivée, et par exemple en Julien Alaphilippe, il y a 25 km de descente derrière. Est-ce que sortir dans le mur de Péguerre dans des pourcentages qui peuvent lui convenir pour derrière faire une descente du mur de Péguerre de 25 bornes, et le Foix Prat d'Albi qui fait 11 bornes avec des pourcentages qui sont beaucoup moins compliqués, est-ce que vous trouvez ça envisageable ou alors c'est fiction totalement ? Attention. Pour moi, c'est non. Pour moi, c'est non dans la mesure où, Alaphilippe, il est en position défensive à un moment. Il a 2 minutes d'avance, il est maillot jaune. C'est pas à lui de tenter un coup comme ça. Complètement d'accord. Là, et surtout le Prat d'Albi,
J'ai vu dans la chatroom aussi qu'on disait que c'était pas si dur que ça. C'est quand même un. C'est quand on le compare au mur de Péguerre. C'est plus régulier, on le voit là, mais c'est attends. C'est peut-être la fin qui paraît plus abordable, c'est sûr, mais ça reste un. Je suis pas sûr qu'Alaphilippe peut s'amuser à faire 11 km tout seul là-dessus, quoi. Je voulais juste poser la question, histoire d'être clair pour tout le monde. Si certains se posent la question, vaut mieux leur répondre, Polo. Ce serait une erreur terrible En tout cas, il en a parlé, Julien. Stratégiquement d'attaquer là, pour lui, il est bien. D'ailleurs, si tu veux la prendre la déclaration. Ouais, il dit demain c'est totalement différent de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Alors il faut relativiser. C'est bien de se poser des questions, mais on est encore très très loin de Paris. Je ne m'enflamme pas. Je ne veux pas rêver. Chaque jour c'est du bonus, et aujourd'hui c'est un très gros bonus. Il faut qu'il se mette dans le mood. Je peux gagner le Tour de France, et ce mood-là, il s'y met petit à petit. J'ai l'impression. Il se met petit à petit. Mais ça, c'est pas attaquer des étapes. Il y en a déjà 2. À ce niveau-là, le travail a été fait. Mets-toi dans un mood où tu vas défendre ce maillot bec et ongle. Tu commences, plus les étapes passent. Finalement, c'est la 15e étape aujourd'hui. Il y en a 21 des étapes. Plus les étapes passent, plus tu te rapproches de Paris. C'est lui qui l'a dit. Mets-toi dans ce mood où tu vas le défendre coûte que coûte. Et défendre un maillot coûte que coûte, c'est rester dans la roue de Geraint Thomas et le passer comme hier s'il craque. Mais sinon, ne rien faire d'autre. Laisser les autres favoris s'attaquer. À la limite, ils sont beaucoup plus loin en général. Ton adversaire, c'est Geraint Thomas. Ne l'attaque pas. Reste avec lui. Et s'il a une vraie défaillance, tu y vas. Et s'il n'a pas de défaillance, tu t'accroches à lui jusqu'à ce que tu puisses plus. C'est ça, le mood de maillot jaune. S'il veut gagner à Paris, il devra faire ça. Erwan et Antoine en régie, on peut y aller pour les pronos. Ces pronos qu'on va découvrir avec évidemment Polo. Tu as mis quelqu'un que tu ne veux plus voir gagner, du coup, si j'ai bien compris. Ça y est, tu as décidé de prendre ce parti-là. Je prends ce parti-là, et en fait, hier, j'ai mis un sondage un peu comme ça. Je vois le tableau. J'avais fait un sondage hier, d'ailleurs, on l'a dans le keynote, où je dis qu'en fait, je suis un peu, entre guillemets, le Drake du cyclisme, parce que dès que je pronostique un truc, ce gars-là, où ce que j'ai dit ne se passe pas. Et donc, surtout, il est dans le très dur et il prend cher. Et du coup, hier, j'ai fait un sondage. C'est pour ça que j'ai mis des victimes. Moi, en tant que Drake du cyclisme, de qui voulez-vous que je m'occupe aujourd'hui? J'ai posé une question sur Kruijswijk, j'ai posé une question sur Geraint Thomas et autres à préciser, on le voit derrière. Et à 62%, vous étiez 2600 à voter, c'est assez fou. Je trouve ça fou. Et du coup, j'ai mis... Hein et du coup, avec un orthographe de Kruijswijk, Polo veut mieux le dire que l'écrire. Vous avez demandé Geraint Thomas, je vous ai compris et j'ai mis Geraint Thomas. Aujourd'hui, mon prono, c'est Geraint Thomas qui va gagner. Et évidemment, cela ne va pas arriver. Et du coup, ça c'est une porte ouverte pour nos Français. Et en revanche, toi, JB, tu as plutôt mis Emmanuel Buchmann. C'est audacieux. Je tentais la grosse cote, puis c'était l'occasion aussi de parler de lui, parce qu'il fait quand même un très beau Tour de France. Et là, hier, il était... franchement très propre. Il y a un truc que j'ai pas compris hier, c'est lorsque Patrick Conrad a un incident mécanique au début du Tourmalet, et Gregor Mühlberger, qui est le dernier grimpeur présent dans le groupe, qui attend Conrad et qui du coup laisse Buchmann faire toute la montée en solo. Non mais c'est cata. Et malgré tout, il fait une montée plutôt très bonne. C'est ça, il est très bon. Il a tenté d'attaquer peut-être un peu tôt. Lui, pour le coup, stratégiquement, il est peut-être être un peu plus malin. C'était pas forcément à lui d'attaquer. Quand la Jumbo-Visma a arrêté de rouler, il a tenté une petite attaque. Mais oui, pour revenir à cette histoire de Mühlberger, Conrad qui était déjà lâché dans le col du Soulor, ils le font se relever. Je trouve ça improbable. Je voyais pas Buchmann à pareille fête hier, un peu comme à ce début de tour. Je le voyais fort, je le voyais se battre pour un top 10. Et là, on parle vraiment d'un mec qui va viser un podium finalement. Donc c'est assez fort. Et le pro, j'aime bien le prono. On verra au niveau de la physionomie de la course, parce que comme tu l'as dit, il risque quand même d'avoir une échappée qui va aller loin, mais le prono, j'aime bien l'idée. Et moi, donc que Rada par exemple. Non mais je t'explique pourquoi, tout simplement parce que, alors j'ai mis Rada, mais simplement parce que je vois Rada, Joseph. Oui, ça fait 2 jours, c'est vrai, mais ça fait 2 jours que je vois plutôt des favoris se retenir, parce que hier, si la FDJ par exemple ne vise pas et ne tient pas à l'échappée pas trop loin, elle part. Demain, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un qui vise forcément l'étape parmi les favoris, comme Pinot pouvait la viser. Donc je vois une échappée aller au bout. Il y a quand même 100 bornes avant le port de l'Hers, donc la possibilité pour une échappée d'aller au bout. Et qui dit échappée, voilà, je vois bien, c'est très difficile de pronostiquer un échappé, c'est quasiment impossible. Ouais. Donc je vois Herrada qu'on n'a pas vu hier, qui n'a pas pris l'échappée. Un Barguil aussi, j'aurais pu, mais bon. Barguil n'aura pas de bonne sortie. Il est 9e, je crois. 9e, c'est Alejandro Valverde. Il a fait 9e de l'étape, pardon. Ouais, mais au général, il a
il doit est être à 7-17. Alors qu'un Herrada aura un bon de sortie, qu'on le laisse partir. Donc voilà, c'est Herrada, mais ça aurait pu être 10 autres du peloton. Hein, mais voilà, de toute manière, je suis en tête, donc je suis en contrôle, j'ai le droit de tenter ce genre de truc, Polo. Oui, Herrada, ça se tente à partir du moment où tu dis que c'est une échappée qui va gagner. Oui, voilà, c'est vraiment la grosse cote. Et puis Barguil aussi, le problème, c'est que même dans une échappée, avec l'étape qu'il a faite hier, parce qu'on n'en a pas parlé, peut-être qu'on en parlera dans la chatroom, il va faire peur, notamment à ses collègues d'échappée. Et à mon avis, qu'une échappée arrive à se former avec Warren Barguil et que tout le monde s'entende très bien pour que ça aille loin, à mon avis, c'est pas gagné, sachant que les gens savent que Warren Barguil est très fort sur ce Tour de France. Il est 13e, Barguil, voilà. Merci le chat. Je vois du coup que vous êtes réveillés, du coup c'est le temps de vous exciter un peu encore plus parce que c'est l'heure de la chatroom, c'est parti. La chatroom qui prévoit Haru vainqueur, 10 victoires de Haru aujourd'hui, il revient en forme et loin au général. Haru vainqueur qui demande, voilà, la question a disparu, vous êtes beaucoup à poser des questions. Simon Yates pour aujourd'hui, demande Rémi Baroche, Polo. Il a déjà son étape, il n'est pas en forme. Si je devais miser sur un Mitchelton Scott aujourd'hui, ce serait plus sur Jack Haig qui fait une saison magnifique après un super Giro. On l'a encore vu hier se mettre à la planche pour ses deux leaders, enfin son leader et le frère jumeau de ce leader. Pour moi, c'est le plus fort des Mitchelton Scott en montagne. Il aura peut-être un bon de sortie aujourd'hui. C'est Kat Mapey qui disait ça. Oui, je suis désolé, copieur. C'est justement, j'allais rendre à César ce qui appartient à César. Kat Mapey, on se calme. Parce que je l'ai lu et c'est bien senti. Je pense qu'un Jack Haig peut tenter un truc s'il a un bon de sortie aujourd'hui. Et il sera fort. Est-ce qu'on a d'autres petites questions? Cavendish, vos avis sur la méfiance envers Alaphilippe, JB? Moi, je suis pas super à l'aise avec ça. Surtout, par exemple, on a eu la déclaration de Vinokourov vendredi, qui me paraissait quand même un petit peu hypocrite. Parce que je pense que Vinokourov, à l'époque, alors pourtant on sait ce qui s'est passé, faisait était outragé dès qu'on l'accusait de dopage. Donc je pense qu'on va peut-être attendre qu'il y ait des contrôles ou des preuves ou des enquêtes, enfin même des suspicions fondées. Parce que en attendant, là, Alaphilippe, il est très très fort. Est-ce qu'on l'attendait à ce niveau-là? Non. Est-ce que c'est forcément synonyme de dopage? C'est peut-être un peu prématuré de faire ce raccourci. Arthur qui demande, vous pensez que Geraint Thomas est juste en contrôle, Polo? Est-ce que tu penses que vraiment il a explosé ou qu'il a choisi d'exploser? Non, il a rien choisi du tout. Hier, c'était trop dur. Ouais, j'ai confondu Haig et Hamilton, tout à fait. Haig n'a pas fait le Giro. J'ai vu quelques tweets, quelques messages passer, mais à culpa. Merci le chat. Geraint Thomas était moins fort hier, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Comme l'a dit JB tout à l'heure, il perd pas énormément de temps. À Péragude, on se souvient de Chris Froome, tu en as très bien parlé tout à l'heure, ça lui arrivait la même chose. Le Tour de France est encore long, mine de rien, même si il reste très peu d'étapes. Au final, il en reste des très difficiles. Non, pas d'inquiétude pour Geraint Thomas pour l'instant. Il a pris un petit écart hier, dans des proportions qui sont raisonnables. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on n'a pas relevé Bernal. Bernal a fait sa course aussi. Chez Ineos, je ne pense pas qu'on s'inquiète. C'était une mauvaise journée, certes, mais on ne s'inquiète pas, je pense. Arthur demande, est-ce que Wellens peut conserver son maillot à poids? Là, aujourd'hui, ça va être compliqué quand même pour Tim Wellens. Pourquoi pas, si par dans échappée, par exemple? Après, franchement, voilà, pour l'instant, il n'y a personne qui s'est manifesté pour lui contester le maillot à poids. Enfin, j'ai pas regardé au classement. Nibali, à mon avis, a eu l'idée hier, mais peut-être Nibali, mais Wellens a pu le sécher au Soulor, donc c'est quand même plutôt encourageant sur la forme de Tim Wellens. Après, s'il fait une stratégie un peu comme celle d'Alaphilippe, c'est-à-dire de partir dans toutes les échappées, de passer le premier col, de prendre les points et d'emmagasiner, pourquoi pas? Est-ce que quelqu'un va se manifester? Si aujourd'hui quelqu'un fait tous les cols en tête, là il pourra le contester, mais pour l'instant il a encore une. Il est premier avec 64 points. Il a un bon total. Thibaut Pinot en passant en tête au Tourmalet à 42 points et Thomas de Rennes 37 points, Julien Alaphilippe 33, Polo. Ouais, alors après ce qui risque d'arriver, c'est qu'au final un leader prenne ce maillot à poids. Mais moi franchement ça j'y accorde peu d'importance. Pour moi si un leader prend le maillot à poids, ça compte pas parce que c'est pas son objectif et que finalement si c'est un On est 1400 sur le chat, nous prévient Erwan. Donc tu vois, l'effet Thibaut Pinot, Jean Philippe, merci Erwan, c'est trop cool, vous êtes plein, c'est génial, on se régale. Moi je crois Tim Wellens, tu l'as dit, stratégie à la Philippe, partir de loin, se mettre des pelés dans les premiers cols, se relever après.
il n'y a pas de raison. Comme tu l'as dit, c'est le seul qui joue ce maillot à pas pour l'instant. Il y a De Ghent aussi qui peut éventuellement aller jouer des coups pour annihiler les chances de prendre des points pour d'autres. L'étape qui arrive à Valoir, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a quand même le quart de la totalité des points à prendre aussi pour le maillot à pois. Je pense que le mec qui part en échappée ce jour-là, il aura quand même aussi une bonne chance de le ramener à Paris. Petit point fantaisie après, mais bien évidemment, mais en fin d'émission, bien évidemment, il faudra attendre jusqu'à la fin pour qu'on donne les noms de ceux qui sont leaders et sur le podium. C'est terminé pour la chatroom, les amis. Et comme d'habitude, comme vous le savez, dans cette quotidienne roue libre, après le chat, c'est l'heure de la chronique du vélo et de la rétro. C'est parti. Et oui, comme hier, Robin n'est pas là, mais hier, c'est Polo qui a fait la rétro chronique du vélo sur le duel Schleck-Contador qui hier s'est transformé en duel, enfin même pas en duel, mais à la Philippe Pinot, en duo qui nous a fait rêver. C'était pas du tout la même physionomie de course, mais on se régalait quand même. Pas du tout. De Français, voilà, exactement. Les deux, donc c'était encore mieux. C'est le genre de truc, dans 2025, on reviendra dessus, mon cher Polo, j'espère. Mais aujourd'hui, c'est du coup toi, JB, qui va prendre le lead sur cette rétro chronique du vélo, et tu vas nous parler d'une ascension que les coureurs vont gravir aujourd'hui, le mur de Péguerre, parce que c'est un col exigeant et qui a une histoire particulière avec le Tour, une histoire de clous. Oui, une histoire de clous. Enfin, parce que le mur de Péguerre, c'est une ascension qui est quand même jeune sur le Tour de France, et ça va être seulement la 3e fois que les coureurs l'empruntent. Donc il y a eu 2012, 2017 où il y a eu la victoire de Warren Barguil au bout, il me semble. Et donc 2019 là cette année. Et donc on a bien vu que c'était un col particulièrement dur, donc 7,9% de moyenne, et surtout les 2-3 derniers kilomètres qui sont vraiment très très difficiles. Mais à l'époque, en 2012, quand le mur des Péguerres est introduit sur le Tour, il aurait dû être introduit en 73, mais ça avait été annulé au dernier moment à cause d'une fronde de Luis Ocaña, pour la petite anecdote. Mais là, quand il est introduit sur le Tour, on est sur une étape qui ressemble un peu plus à l'étape qu'on a eue jeudi entre Toulouse et Bagnères de Bigorre, où en gros on a une grosse partie de plaine, puis 2 cols. Et en fait là, pour le coup, c'est grosse carte blanche pour un groupe d'échappés. Et donc dans ce groupe d'échappés, on avait notamment Sandy Cazard, donc qui fera 3 de l'étape derrière Sagan et Luis Leon Sanchez, qui est le premier coureur à passer en tête de ce mur de Péguerre. Et en fait, ils ont 15 minutes d'avance sur les autres sur le peloton maillot jaune. Et ce peloton maillot jaune, quand il passe sur le mur de Péguerre à son tour, ils sont victimes d'une avalanche de crevaisons à cause de clous de tapissier, donc des clous qui font environ un petit centimètre de diamètre, qui sont dispersés sur la route avant et après le sommet. Je pense que avalanche, c'est le bon mot, parce que est-ce que tu peux nous rappeler le nombre de crevaisons qu'il y avait eu ce jour-là ? Alors les chiffres que j'ai retrouvés sur le bilan, c'est 61 crevaisons chez les coureurs. C'est fou. Donc on est quand même sur un peloton en montagne, donc on n'est pas non plus sur un peloton de 190 coureurs, on est déjà sur un truc. Donc on est sur un groupe relativement réduit, donc 61 c'est comme un beau carnage, et 28 sur les véhicules, donc les voitures, les motos, donc vraiment ça fait très... Bordel incroyable quoi, Polo. Non mais clairement, j'ai cette déclat, j'ai ce souvenir de John Lelang, le directeur de la BMC à l'époque, qui disait que en fait, mettre des clous, de faire crever des coureurs comme ça avant qu'ils s'élancent dans une descente, c'est criminel. Et c'est un peu ça. On voit la déclat de Christian Prudhomme. Tu veux peut-être la prendre JB, mais il dit à peu près la même chose finalement. Vas-y JB, on te laisse prendre cette déclat de Christian Prudhomme. Des clous ont été lancés sur la route dans la montée du mur de Péguerre, occasionnant de nombreuses crevaisons, comme on l'a expliqué. Ce sont des actes irresponsables et dangereux qui constituent une atteinte à l'intégrité physique des coureurs et au bon déroulement sportif de l'épreuve. Et en effet, ça a vraiment contribué au déroulement sportif, parce que Wiggins ou Cadel Evans avaient crevé, mais ont pu refaire la jonction parce que le peloton a plus ou moins neutralisé la course. Mais par exemple, c'est Robert Kieserlowski qui, lui, avait chuté et qui a dû abandonner après ce malheureux incident. Kieserlowski, Leipheimer le percute et Kieserlowski tombe et du coup abandonne le tour. Parce que Leipheimer avait crevé justement. Donc ensuite, pour le scénario de l'étape, sachant que l'échappée avait déjà une grosse avance, qu'on leur laisse 15 ou 20 minutes, ça ne changeait pas grand-chose. Donc pour le coup, alors en dehors de l'abandon de Kieserlowski, les conséquences ont été moindres. Mais voilà, les coureurs étaient étaient quand même assez indignés à l'arrivée, et on peut les comprendre. Et il y a eu des plaintes, et il y a eu aussi des plaintes de la Société du Tour de France. Il y a eu une enquête de la gendarmerie pour mise en danger de la vie d'autrui. Le problème, c'est que cette enquête n'a débouché sur rien du tout, parce que vu les foules denses qu'on a autour des routes du Tour de France, c'est difficile de déterminer le ou les personnes qui ont pu jeter les clous. Ça rend fou, ça, Polo. Franchement, des fois, certains dans le public, tu te demandes ce qu'ils viennent faire sur la route du Tour. Tu te demandes comment c'est possible finalement que dans un mur de Péguerre où finalement
tout est très, très dense, la foule est dense, les coureurs passent finalement pas très vite parce que c'est très pentu. Tu dis comment un mec a pu, au regard de tout le monde, mettre des clous sur la route en fait. C'est juste ça ma question. Comment t'en arrives? Et moi j'ai vu, j'étais sur l'étape entre Saint-Étienne et Brioude et j'ai vu sur les côtes la foule qu'il y a. C'est impressionnant. Je sais pas comment c'est possible que personne n'ait vu ce gars-là, parce que je pense que c'est quelqu'un d'isolé, mettre des clous sur la route, je trouve ça irréel en fait. Ça peut arriver encore. D'ailleurs, Jean-François Kerkert sur France 2, l'ami de Polo, hier était avec Rossetto, et voilà, ça le dit dans le chat exactement. Il en avait un dans sa roue hier. Il y en a encore qui mettent des punaises sur la route. Et malheureusement, c'est une très mauvaise habitude du Tour, parce que c'est pas la première fois que ça arrivait, déjà en 2012. Ah oui, non, en 2012, c'est un des derniers gros chaos suite à la suite de jet de clous, mais en fait les clous c'est aussi vieux que le Tour de France, puisque la première fois qu'on en parle c'est en 1904 où deuxième Tour de France. Le deuxième Tour de France, très malheureuse édition où les 5 premiers du général sont déclassés à cause de triche. Et c'était Henri Cornet d'ailleurs, celui qui récupère la victoire sur tapis vert, qui sur la dernière étape Nantes-Paris de mémoire a dû faire les 40 derniers kilomètres avec une roue crevée, parce que évidemment à l'époque on faisait le Tour sans assistance et c'est terrible. Et en fait après on retrouve des histoires de clous un peu tous les ans, parce qu'il y a des opposants au Tour de France ou des luttes intestines entre les équipes. Vraiment c'était très passionnel à l'époque déjà, encore plus que maintenant. Et jusqu'aux années 30, quasiment, on a des clous tous les ans, des histoires de clous qui affectent le général, et généralement c'est situé dans les descentes ou à la fin des descentes, et du coup c'est un peu celui qui a eu le petit bonheur, la chance de passer à travers les mailles du filet, qui au moins s'offre une étape ou quelque chose comme ça. Et plus récemment, parce que on se dit que c'est une autre époque, mais en fait en 1974, il y avait une demi-étape entre Pau et Bordeaux. Ouais, donc une demi-étape pour Bordeaux, on est déjà sur un beau morceau. Et il y a une très très mauvaise blague qui a été faite dans le village de Couture. Il y a eu des jets de clous. Il y a eu des jets de clous. C'était une demi-étape. La course pas eu d'incidence au général, mais il y a eu des voitures qu'on crevait, comme la voiture de Pierre Chany, qui suivait le Tour depuis de nombreuses années, par exemple. Et plus récemment, il y a eu aussi en 1996 une étape entre Gap et Valence où il y a eu pareil le même type de chaos à cause des clous. Et comme on le rappelle, comme vous l'avez rappelé dans le chat, on a aussi eu des punaises qui ont heurté la roue de Stéphane Rossetto. Mais bon, heureusement, on espère que les spectateurs restent le plus souvent dans les clous. Oh oui, bravo. Bravo. Alors là, j'avoue, JB, que c'est magnifique. Je ferais tomber le micro s'il n'était pas accroché à l'oreille. Vas-y, fais-le tomber quand même. Donc voilà, c'est terminé pour cette rétro-chronique du vélo, cette histoire de clous. Demain, Robin va revenir et il va nous parler du Tour. Un truc, ça m'a étonné quand je l'ai vu, mais du Tour de Trump. Tour de Trump, le Tour de Trump. Un article sur la chronique du vélo pour ceux qui sont impatients de connaître cette histoire. Voilà, c'est ça. Et en gros, vu que c'est une étape, c'est une journée de repos, Robin voulait un peu sortir de l'histoire pure et dure du Tour de France et aller parler un peu de ce Tour de Trump. J'ai un peu les brides. Je me suis dit, je vais pas me faire spoiler, mais croyez-moi, ça va être hyper intéressant. On attend ça avec impatience. La fin de l'émission arrive, mais avant ça, c'est l'heure du quiz. C'est parti. Ce quiz qui commence aujourd'hui, Polo et JB, j'espère que vous êtes chauds. Il commence aujourd'hui avec des pyramides. On commence par 2 pyramides qu'on n'a pas pu faire hier. Explique à JB ce que sont les pyramides. Oui, je vais expliquer à JB. C'est quoi le meilleur moyen d'expliquer à JB? C'est de lui faire un exemple. Donc c'est toi qui vas commencer, Polo, avec une petite pyramide. On peut y aller avec le premier. Il n'y a pas de retour de toute façon. Ouais, tu ne peux pas regarder le retour, c'est simple. Du coup, tu ne regardes pas là. Ouais, mais là, non. Ouais, mais très bien. Alors, vous l'avez face à votre écran. Polo doit trouver cette personne-là. Polo espagnol. Montes. 2008. Sastre. Carlos Sastre. Ok. Tu regardais Pyramide? Oui, en 2 briques, 3 briques. Voilà. Avec les grands-parents, voilà, on a tous regardé Pyramide, donc tu te souviens. JB, c'est très bien. À ton tour. Danois. Bjarne Amstel Gold Race. Michael Valgren, ça fait 2-2. Bravo. Félicitations, ça fait 2-2, ça commence j'ai un client très fort. J'ai que des clients en face de moi de toute façon. C'est chiant. On passe aux questions
Alors aujourd'hui, vous allez seulement m'écouter. Ah, Elles ne la petite seront pas... ardoise ou pas? Ouais, exactement, la petite ardoise. On peut y aller pour la petite ardoise. Polo JB. En 2015, 3 Français terminent dans les 5 premiers de l'étape de la planche des belles filles. Vrai ou faux? Je répète, 3 Français terminent dans les 5 premiers de la planche des belles filles. En quelle année? En 2015. En 2015? Vrai ou faux? Il passe à la planche des belles filles en 2015? Voilà, je revérifie en même temps, Polo. J'y crois pas. Je crois que c'est 2012, 2014, 2017. Alors ça peut être 2014. C'est 2014. Ouais, Merci les gars. Ouais. Merci les gars. Ah bah, c'est d'accord. Nibali qui gagne. Alors je te laisse la possibilité de changer ça. JB, Pour moi, moi, j'avais 2014 en tête. Et... Je mise la grosse cote. tu mets Le vrai. Ouais, je mets- C'est faux pour Polo. faux. C'est vrai. C'est vrai. On a Il y a Pinot qui est Perrault. deuxième, Perrault qui est quatrième et Bardet. Mais est cinquième. j'imaginais pas Bardet cinquième. J'avais Bardet qui est cinquième. Pinot et Perrault sûr, mais pour moi, On n'a Bardet. jamais eu autant de Français placés au général qu'en 2014. Hein, donc, Et Van Garderen qui est sixième. En 2003, dans quel col Lance Armstrong est-il tombé et a-t-il attendu Jan Ullrich? J'ai 3 propositions. Alpe d'Huez, Luzardiden, Izoard. J'ai Izoard pour JB, Luzardiden pour Polo, point pour Polo. Ah. Point pour Polo. La régie est en folie quand je. Voilà, Luz, tout le monde le trouve dans le chat. Bravo, bravo les Bon, amis. Ça fait donc égalité, 3 partout. c'est pour le 3 suspense. partout dans ce chat. Dans ce quiz. Luzardiden 2011. Samuel Sanchez l'emporte au sommet. Je vois la question carrière. Avec était qui derrière? était-il échappé? Ça- 3 propositions. Ivan Basso, Damien Cunego, Jelle van Endert. Les deux s'aimaient bien sur ce Tour de France d'ailleurs. Parce que dans les Pyrénées, ils étaient tout le temps échappés. Montrez vos ardoises. J'ai mis Van Endert Cunego. pour Polo. Cunego. Cunego, ouais, t'as mis un espèce de truc, il réécrit mal- par-dessus Non. son serment, JB. Non, bah, montre ton ardoise, JB, elle est scandaleuse. Ouais, on ne peut rien lire là-dessus. On n'a pas d'effaceur. J'ai pas utilisé le maillot La Vie Claire pour effacer le. Utilise tes mains. Utilise tes mains. J'y suis avec les mains, moi, à l'ancienne. Oui, voilà, à l'ancienne, avec la paume, comme à l'école. Je marque Vous un savez point. qu'on se faisait gronder par la maîtresse. On est après, d'accord. c'est pas grave. Ça fait donc que Polo prend le lead. Ouh, Polo, là, tu commences à avoir une petite pression, là. Quel est le 3e pays le plus titré du Tour de France derrière la France, 36, et la Belgique, 18? 3 propositions. Très bonne question. Espagne, Italie, Luxembourg. Ça note, ça peut montrer à la caméra. Espagne, bonne réponse pour tous les deux. 12 titres pour les Espagnols, les Italiens 10 et les Luxembourgeois 5. Ouais. Question suivante, ça fait 5-4. Armstrong. Quelle est l'équipe étrangère? L'équipe tout simplement. 5-4 5-4, oui. Tu mènes d'un point, Polo. Je pensais plus. Ok, d'accord. Quelle est l'équipe la plus titrée du Tour de France? L'équipe L'équipe étrangère la plus titrée du Tour de France. Sachant que les 4 premières sont Équipe de France, Peugeot, Alkeon, Renault Gitane. Quelle est l'équipe la plus étrangère, la plus titrée du Tour de France? On a des propositions? Non. Je sais pas. Est-ce qu'on compte l'Est postal? Est-ce qu'on compte l'Est postal? On compte pas l'IS Postal, Polo. Bon, Polo. Ils ont tout perdu. Alors que JB, lui, a déjà écrit. J'ai aucune idée. Polo écrit Molteni, JB écrit la Sky. Mais oui, C'est la putain, Sky. je suis con Et ou quoi? ça- mais attends, tu dis ça, mais dans le chat là, il y a Niflagel qui le met et qui donc l'a trouvé avant qu'on donne la réponse. Mais sinon, je l'avais pas vu avant. Beaucoup avaient mis Banesto. La Banesto, Banesto, en a 5 et la Sky en a 6. La Banesto en accent. Voilà, on a 5 avec Miguel Indurain. Ouais, non, mais je. Donc, Sous égalité. cette entité-là, on a Ce Sky, mais c'est bien sûr, c'est une question piège. Ah. Eh oui, bien sûr que c'est un piège, les amis. On termine donc avec un qui suis-je envoyé par Antoine. Polo, il y a 5-5. Ouais, JB,
ton premier qui suis-je. C'est Antoine d'ailleurs qui avait déjà envoyé Oscar Pereiro. Ah, qu'on salue. Antoine, qu'on salue. Je suis né le 28 mai 78. Je fais toute ma carrière dans des équipes françaises à l'exception de la saison 2007. J'étais chez Unibet. Je participe... Reprends, je t'ai pas concentré. Je suis né en 78, Polo. En 78. Je fais toute ma carrière chez une équipe française. Sauf chez des 2007, équipes ou une équipe. Chez des équipes françaises. Sauf 2007 chez Unibet. Je participe à 7 Tours de France. Je suis un visage du coup très connu. On a la bonne réponse dans le chat. Mon palmarès, une victoire d'étape, 2 fois lanterne rouge. Casper. Putain, mais c'est... Bravo JB, qui a été très très solide. Polo ne va pas s'en sortir, les amis. C'est tous les jours C'est pareil. notre Jimmy Casper. Victoire au sprint. Tous les jours. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, je suis choqué. Je suis choqué par Polo, ce qui te manque la petite giclette en plus. Tu vas me faire quelques sprints devant Webedia en sortant. On termine cette émission avec, comme d'habitude, un petit stop sur la fantaisie roue libre qui est toujours en lead on va le voir par notre ami Cyclo Gogo. Cyclo Gogo, alors j'ai récupéré son nom, c'est Gary Polo, qu'on connaît parce que c'est un ami de Flore, voilà, sache-le. Un ami de Flore Boreil qui est un ami de JR. Voilà, des amis que l'on connaît. Je ne savais pas que c'était quelqu'un que je connaissais dans la vraie vie. Qu'on connaît visiblement dans la vraie vie, je viens de l'apprendre. Voilà, c'est ça, mais qu'on a déjà croisé en soirée, Polo. On croisera peut-être la 3e semaine d'août autour d'un barbecue à Perpignan ou dans sa région. C'est ça, Joseph, que tu es en train de dire ? Exactement, Polo, tu as tout compris. Gary, on se retrouve. Pif aussi, qu'on ne connaît pas, mais qui est évidemment très fort. 7700 points. Et Vroom, Chris Vroom peut-être de Twitter, voilà, qui est peut-être celui qui est 7600 points, qui apparemment s'y connaît pas mal en vélo. Voilà. Très loin du compte, hein, perso. Je dois être à 3000 points de ces gars-là. Moi, je t'avoue que là, je regarde même plus mon score tellement il me fait mal aux yeux. J'ai Thibaut Pinot dans ma fantaisie, mais je l'ai évidemment pas mis capitaine, donc oui, je pense que je suis très loin. Donc voilà, vaut mieux pas parler de notre côté fantaisie, mon JB. Il n'y a que Robin qui joue à fond. J'aimerais bien savoir où il en est. Mais je crois qu'il a fait 2e d'une étape en global, un truc comme ça. Ouais, c'est vrai qu'il s'en était d'ailleurs vanté sur le plateau. Quel expert. Ouais, un expert qui sera de retour demain. Merci JB d'être venu parmi nous. Ah, merci à toi. C'était très cool. Tu reviens quand tu veux. Exactement. Je reviens mardi d'ailleurs. Je reviens après-demain. Donc, parce que Joseph prend des vacances à son tour. Exactement. Je prends. Pourquoi t'es pas là ? Malheureusement, je travaille Polo. Mais voilà, ce n'est pas des vacances. Vite aussi, Joseph. Mais voilà. On se retrouve mardi du coup. Exactement, mais on se retrouve dès demain en revanche pour tous nos suiveurs de roue libre, mon cher Polo. J'espère que vous serez au rendez-vous comme vous l'avez été aujourd'hui. À demain les rouleurs, ciao, bisous. Salut les gars. Salut.